Bonsoir. Merci pour cette invitation à Grenoble, école d'architecture. Je suis ravi d'être là. Donc, ma conférence aujourd'hui, elle s'appelle Limite, ou plutôt Limite. J'ai préféré la rebaptiser, si Brigitte veut bien. J'ai envie de vous prendre en photo. En fait, c'est simple. J'ouvre mon iPhone et je vous prends en photo. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui est complètement foolproof. Ça résiste à l'idiot. Comment ça résiste à l'idiot? Même moi, j'arrive à faire une photo avec mon appareil, alors que quand j'avais encore de l'argentique, j'avais une peine incroyable à vous prendre en photo. Foolproof, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire toutes les choses qu'on fait à votre place. On est à Stuttgart, dans une ville sans qualité particulière, mais tout est parfaitement normé. Je vous présente un monsieur que je ne connais pas, qui donc est en train de se promener entre deux garde-corps sur une rampe pour accéder à une station de tram, où, contrairement à avant, il y a un garde-corps qui manque, côté rail. Donc, ce monsieur est là où il est en parfait état de sécurité, suivant toute normativité. Et une fois qu'il va avancer vers son tram, il va passer une limite entre deux univers parfaitement normés, où l'un permet la sécurité du corps du monsieur qui se promène avec son sac d'achat, et de l'autre côté, il est exposé au danger de tomber au moins de 70 cm. On pourrait dire, très bien, ces limites-là existent quasiment partout, donc on sait bien que dans un espace recevant du public, on a besoin de deux mains courantes, de part et d'autre, et donc une fois que c'est plat, on est plus en sécurité. Mais quand on est à plat, vous voyez la flèche, il y a toujours des endroits qui semblent échapper à toute normativité. Donc ce monsieur va nous accompagner un peu pendant cet exposé. Et je vais donc, tout est possible, je vais vous présenter aujourd'hui 4 projets qui ne sont pas les plus récents, mais qui parlent de ces choses-là qui se passent souvent dans deux univers différents qui sont en apparence contradictoires. 4 projets, donc un projet Ponceo, qui sont des bureaux à Paris, un tout petit projet de logement en Paris 10e aussi, une autre opération d'extension d'un hôtel particulier à Paris, et une maison dans les Yvelines, qui s'appelle la Maison L. En règle générale, vous l'avez déjà vu tout à l'heure dans les tests, on est plutôt amené à essayer de faire de l'expérimentation architecturale avec les moyens du bord souvent. « 4 secondes et demie pour expliquer notre démarche en architecture. On peut le remettre si vous voulez. Donc on est ici. On est ici au festival de Chaumont, château de Chaumont, où on nous avait demandé de faire une cabane. Ponceo, donc une opération 2006 qui
Et dans le 10e arrondissement, en face de la Villette, enfin le bassin de la Villette, c'est une ancienne halle parisienne où la demande était de construire à l'intérieur de ça des bureaux. Antérieurement, cette halle-là était un lieu, une école tamoule, et des faussaires pendant la guerre, et donc ça avait changé beaucoup d'activités au fur et à mesure. Mais le dernier état, c'était des cages à lapins pour travailler quasi dans le noir des années 70. Dernière programmation dans des bureaux. Et notre programmation était aussi donc de refaire un bureau open space. Donc en gros, entre ça et ça, il n'y avait pas une grosse différence. Mais le client voulait que ses employés se sentent réellement chez eux, qu'ils aient à peu près plus envie de venir travailler que de partir de ce lieu de travail. Mais quand on a un peu épluché la halle parisienne, en soulevant le plafond, on découvre un plafond vitré, une structure type Eiffel qui était donc en place, et donc du coup la programmation change de mon client et qui me dit plutôt qu'évidemment un open space, mais aussi un jungle sous sa verrière. Il me dit, je voudrais bien manger des papayes en allant travailler. Donc, là où il n'y a pas le lieu pour installer les bureaux, du coup, un jungle, et il se trouve que les deux devaient avoir lieu au même endroit. Donc, il fallait bien programmer et modéliser ce type de situation. Pour ceux qui font du grasshopper en rêve aujourd'hui. Mais à l'époque, il s'agissait donc d'installer des tables, des arbres et toutes les choses qui ont lieu dans un bureau, des archivages, des salles de repos, tout un ensemble de choses. Et il fallait les placer au même endroit tous au même endroit. Donc on a décidé finalement de se dire, pour ceux qui font du grasshopper analogique en 2006, grasshopper ça sort en 2007. Donc on n'avait pas ce type d'outils à notre disposition. Donc on se dit qu'une fois qu'on a donc une contradiction de ce type-là, on va décomposer tout en éléments de bureau. On va faire comme si c'était une grande table sur laquelle on installe des éléments, on les met comme une boule et ils vont se sédimenter sur une ligne de base en tiltant à droite et à gauche pour qu'ils se sédimentent bien au fur et à mesure. Donc finalement, tous les éléments qu'on installe et qui font arbre, table, vestiaire, salle de repos, et tous ces lieux-là vont finalement, au fur et à mesure, se trouver, je ne sais pas si vous voyez, on voit quelque chose, ça pourrait être un peu plus net. Vous voyez quelque chose? Je vais poser le micro un peu pour zoomer un peu là-dedans. Vous m'entendez encore? Donc en gros, dans cette chose, il y a donc l'espace, vous le voyez en plan, avec un système d'accès périphérique. Il n'y a pas de hall d'accueil, il n'y a rien de ce type-là qui accueillerait la personne qui découvrirait ce lieu. Et il y a donc la totalité des éléments implantés dans une seule surface, en dessous et au-dessus. Des WC, une salle de réunion, des arbres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, par exemple, ici, il y a
il y a les archivages, il y a les postes de travail. En gros, c'est un plan qui regroupe la totalité des éléments dont il était question. Ce plan de travail, donc recouvert par... Donc, c'est une grande table qui fait plus de 300 mètres carrés, dans laquelle il y a donc des incisions, un bureau pour les nomades qui viennent entre 1 heure et 3 semaines, et 2 sociétés avec des salles de réunion de part et d'autre. Donc, cette affaire-là, donc, en construction, vous voyez déjà les arbres qui sont encore emballés. Il s'agit de ficus panda ou des ficus étrangleurs, et une seule surface qui relie la totalité des éléments et qui les couvre. Parfois on est en dessous, parfois au-dessus. Son infrastructure, et voilà. Donc, une table où tout est intégré dedans. Je vous fais une petite visite. Donc, vous êtes de nouveau devant la même façade, cette fois-ci donc réhabilitée. Donc, vous voyez l'accès. Donc, au début, la partie donc, du corridor périphérique de ce meuble qui fait donc 1,70 m de hauteur en moyenne, avec donc une forêt plantée dans une table, un open space avec chacun un dôme en plexiglas dans lequel les gens travaillent. Et ben oui, c'est simple finalement. Le projet, il a duré 1h30 en disant on vous fait une table de 1,70 m de haut, tout le monde travaille dedans, on vous plante une forêt dedans, et on travaille chacun dans un dôme en plexiglas. Ça, c'est une salle de réunion qui est donc incorporée à l'intérieur de ce grand meuble finalement, la même salle de réunion. Et on accède donc par quelques marches sur ce grand plateau, qui est donc détaché des étages. Tout le monde dans sa bulle. Voilà. On se rappelle qu'entre ce que les architectes vendent aux clients et ce que le client imaginait, donc que tout le monde était dans ce type de situation, quelques années plus tard, ça ressemble plutôt à ce type d'univers où les gens font les collections de bouteilles ou posent leurs chaussures de jogging au bassin de la Villette ou encore autre chose. Saint-Louis, 2003. Donc une opération de logement. Il y a un client qui m'aborde et qui me dit « J'ai une nounou qui voudrait bien, par ses propres moyens, se construire une maison autofinancée donc, à Paris. » Je dis « C'est complètement fou, absolument impossible. » Et au fur et à mesure qu'il insiste, je dis « Cette utopie-là, il va falloir qu'on la réalise. » Elle semble suffisamment intéressante à ce que dans un espace totalement réduit, moins de 30 mètres carrés, on peut implanter une maison où, encore une fois, il y aurait à peu près tout ce que quelqu'un voudrait dans un appartement de 120 mètres carrés. Donc tout devrait avoir la taille idéale d'une grande chambre, un grand séjour, enfin toutes ces choses-là. Donc apparemment paradoxal, mais donc là vous voyez le terrain. Donc une ancienne maison qui a été donc, détruite, totalement insalubre de salpêtre, et une situation compliquée avec un terrain éclairé par le sud qui par ici sur trois côtés et demi aveugles,
dans une situation d'éclairage très compliquée et avec l'obligation de l'architecte des bâtiments de France et de l'architecte Boyer de rester précisément dans le gabarit de la construction antérieure. Donc le seul moyen d'investir ça pour nous, à l'époque 2003, était de se dire que finalement on pourrait décomposer la totalité des éléments qui font finalement l'habitat, de les décomposer et de leur trouver un lieu dans un ruban épais dans lequel on installe la totalité des choses. Donc potentiellement, une fois qu'ils sont installés là-dedans, séparément, ils pourraient activer l'espace sans affectation centrale à chaque fois qu'on avait un élément à activer. Donc ça donne finalement un endroit pour mettre les lits, un endroit pour... J'avais dit que c'était une nounou, j'ai oublié de préciser qu'il lui fallait 5 couchettes aussi professionnellement. Donc 5 couchettes dans 30 mètres carrés, c'était pas mal. Donc une première couchette, là, les éléments de salle de bain, un lieu pour pouvoir prendre des repas, des éléments des endroits pour installer les éléments de cuisine, un WC et après un étage. Donc tout ça, en axonométrie, vous voyez, donc tout est aveugle, sauf un côté, sur les 3,5, un demi-côté. Donc tout ça, c'est vitré par un ruban de verre qui donc contourne la toiture. Et toutes les actions étaient comme si on accrochait des actes d'habiter sur une espèce de simèse en périphérie de cet espace central. Je ne suis pas le premier à y avoir réfléchi, mais finalement, quand on se rappelle des normativités dont j'ai parlé tout à l'heure, souvent, nous, les architectes, sont formatés pour raisonner uniquement un acte. Et voilà, on monte. Et on va s'asseoir. C'est tout. Mais il y a des gens qui ont poussé le vice plus loin. Dans d'autres circonstances, ils nous disent les sièges éloignés de la cheminée et des courants d'air entre la porte et la cheminée. Donc on nous dit que normativement, il faudrait avoir 60 cm de haut, 125 cm de long, 60 cm de haut et écarter les chaises de 90 cm. Et comme ça, on serait en bon confort. Alors que Bruno Munari, par exemple, dans sa pièce 1950 Seeking Comfort in an Uncomfortable Chair, il est déjà sur une autre voie pour parler en écho à Neufert. Neufert nous dit aussi qu'il faudrait quand même, quand on sera plusieurs, 70 cm, 70 cm, 70 cm, 40 cm, 30 cm, 2,25 m, et du coup, on retrouverait des conditions de confort optimales, alors que peut-être Munari se décrotte de nez et va trouver pour 2 livres pour s'installer, allonger, mettre des chaises en haut et de la chaise, elle bascule. Il se dit, ah tiens, j'ai toujours pas trouvé mon confort, je vais monter dessus, et j'ai finalement trouvé le confort que Neufert nous donne aussi. Vous voyez la chaise de la dame est exactement la même, le fauteuil de la dame et Neufert, et ils partent de la même réalité. Et à vous de savoir quelle est la vôtre. Donc dans la maison Saint-Louis, il y a donc ces dispositifs accrochés sur la simèse en périphérie de l'habitat, avec un certain nombre d'activités que finalement, dans une école d'architecture, serait tout à fait insensé de programmer, c'est-à-dire de monter sur le dossier d'une chaise et de monter dans sa couchette en haut, comme fait la jeune fille sur la gauche. Donc la même vue que tout à l'heure, avec le bâtiment fini. En orange, vous avez le ruban avec des activités accrochées dedans et qui sont activées au fur et à mesure qu'on veut bien faire une chose ou une autre, mais toujours
Donc on a toujours quelque chose comme 20 mètres carrés pour faire les choses alors qu'on est dans 30 mètres carrés. D'ailleurs, le photographe ne voulait même pas faire cette photo-là parce qu'il disait quand même impossible à refourguer ça à une revue d'architecture parce qu'ils ne prendront jamais ces choses insensées. Galvani. Galvani, donc 2004, toujours à Paris, 17e. Un endroit qui est donc dans une situation où on pourrait dire qu'il s'agirait de contraintes, mais finalement, c'est des choses qui nous intéressent. Donc, il se trouve que l'immeuble sur la droite ici a été construit, c'est un immeuble post-haussmannien R+7, et il se trouve que l'architecte avait une maîtresse. Et donc la maîtresse, il voulait la protéger, mais l'architecte lui construit en fond de parcelle sur cette parcelle-là qu'on voit un petit pavillon, un hôtel particulier, et émet en même temps des servitudes sur ce terrain, en disant que ce terrain ne pourrait plus jamais être construit avec plus d'un immeuble de R+1. Donc, après, il y a une petite chose qu'à Paris, tout arbre, y compris le petit tilleul sur la gauche, les landes du Japon derrière, donc tout arbre est parfaitement protégé par les parcs et jardins, et même cette petite chose-là devait absolument rester sur le terrain. Après, je ne vais peut-être pas parler de toutes ces choses-là. Il y a des jours de souffrance qui réduisent les possibilités d'implantation de quoi que ce soit. Et le client, donc, vit dans ce qu'il adore, ce qu'il appelle un jardin. En fait, il s'agit d'une terrasse avec des toboggans pour les enfants. Mais donc ça, c'est un univers qu'il affectionne particulièrement. Et il dit... je voudrais bien construire un maximum de mètres carrés dans mon jardin, mais sans perdre aucun mètre carré de mon jardin. Et il me dit, à un moment donné, dos à son terrain, de l'autre côté de la rue, il y a exactement ce que je veux, un R+1 en pierre de taille, avec une très grande porte en bois. Très bien. On va alors découvrir la maison pierre de taille avec une porte en bois. Donc, je vais rapidement passer sur comment les choses sont implantées. Donc, évidemment, toute maison a besoin d'un garage digne pour un hôtel particulier. Après, il y a des espaces donc, où on peut manger ensemble et des endroits où on va pouvoir se retrouver. Et il se trouve que, donc, sans perdre un seul mètre carré de son jardin, le seul endroit, c'était une fuite vers le bas. C'est-à-dire, à partir de sa maison, il y avait 2 mètres en dessous dans la cave qui était potentiellement investissable, et sur rue 1,70 m en enfouissement, en contournant le système racinaire des arbres. Ce qui fait donc un espace couvert avec un plan que vous venez de voir, avec donc 1,70 m ici et 2 mètres ici. C'est possible, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc il s'agissait donc à l'époque, 2003, trouver finalement, on ne s'en sortait pas avec une géométrie droite. Donc on se disait qu'il va falloir trouver une géométrie qui est suffisamment souple, qui peut accueillir ce type d'exigence d'avoir 3 mètres sous plafond, mettre un garage d'un côté, maintenir les arbres aux endroits où ils étaient au départ, et tout ça en pouvant couvrir tout ça avec un jardin en passant depuis la rue au premier étage, à l'étage
et demi. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc, du coup, il se trouve qu'il fallait mobiliser un certain nombre des surfaces de notre néocortex pour finalement bien se retrouver aux endroits finalement où on se trouvait dans cette maison. Donc, vous avez la rue... Vous voyez ma flèche? Oui. Donc, vous voyez donc côté rue, un accès garage, un arbre maintenu, j'anticipe, donc une porte en bois, un jardin qui se tend entre rue et l'ancienne maison, un rez-de-chaussée plus un étage au moins partiellement, et des accès qui finalement permettent de passer depuis la rue par cet escalier dans l'ancienne maison et un accès donc vers finalement justement ce qu'on a trouvé comme maximum constructible sur cette parcelle, mis à part les 180 mètres carrés enfouis dans le sol, une cabane en pierre de taille, pierre porteuse, sur rue. Donc on est bien dans la logique d'avoir une maison traversée par des arbres avec une façade porteuse en pierre de taille et une grande porte en bois. Donc on accède depuis la rue vers cet escalier qui donc descend dans cet espace commun et on monte à l'étage avec un arbre qui traverse, enfin l'arbre, le petit tilleul qui avait poussé depuis le début un petit peu. Il est encore en place, une grosse dizaine d'années d'après. Et donc c'est une pièce à tout faire, en fait, c'est une pièce qui a beaucoup changé. C'était une chambre, un bureau, une galerie et des activités, des usages à trouver, donc investi au fur et à mesure autrement. Là, c'est donc cet escalier qui traverse la dalle qui a pris cette forme un peu étrange. Vous voyez au fond l'arbre et le sous-sol qui était donc devenu un espace habitable. Il se trouve que au moment du permis de construire, on a eu 17 points de refus depuis l'architecte Voyer, qui disait que tout ça, ça faisait aucun sens. Parce qu'à Paris, la politique était de jamais permettre des enfouissements par rapport au nivellement de l'îlot. C'est des choses techniques. Mais donc, il était impossible de considérer qu'un espace en dessous, à moins 1,70 m en dessous de la rue, était considérable comme un espace habitable. Il se trouve que finalement, en négociant les 17 points, ils sont tombés au fur et à mesure et nous avons donc des prospects suffisamment grands qu'on puisse considérer un rez-de-chaussée à l'étage d'une cave. Voilà l'opération par l'arrière. La maison L. Donc, une opération qui a duré, par exemple, contrairement au bureau qu'on a vu, de l'esquisse à la livraison en 9 mois, là, on est dans une durée relativement longue, une durée de 7 ans. 3 ans et demi de discussion, et le reste, construction. Moite-moite, beaucoup. On se trouve dans un contexte particulier. On est dans les Yvelines, et dans les Yvelines, ils sont connus pour être extrêmement favorables pour toute architecture contemporaine et n'ont aucune protection autour du château de Versailles, par exemple, 5000 mètres, ou tous leurs petits monuments. Donc il se trouve que les contraintes étaient relativement intéressantes, c'est-à-dire nous, on se trouve dans les 5000 mètres de Versailles, on se trouve dans 3 rayons protégés, hautement protégés par les monuments historiques, et donc on se superpose sur
quelque chose qui, a priori, voulait que dans cet environnement-là, la référence majeure, bien que pas dans les Yvelines, c'est le château de Vaux-le-Vicomte, sur lequel est finalement calqué, à l'époque encore, le POS, qui voulait que ça soit dans une matière de ce type-là, et grosse obligation de construire avant tout avec une toiture d'un seul tenant à pente entre x et x degrés, mais de ce type-là. Donc, il y a déjà d'autres. La résidence de Drax. Chaque pierre a été importée de France. Joli, non? Magnifique. Pourquoi n'a-t-il pas acheté aussi la tour Eiffel? Il l'a acheté, mais pour son exportation, la France ne lui a pas donné la permission. Donc, pour dire qu'on est dans une région où, simultanément d'ailleurs à cette construction de la maison L, dans la même ville, était en construction pas Vaux-le-Vicomte, mais Faux-le-Vicomte, juste à côté. Donc Faux-le-Vicomte est, vous voyez bien, inspiré et parfaitement conforme aux normativités du PLU de l'époque. Donc, je ne sais jamais, mais ça doit être le jardin de Vaux-le-Vicomte, et ça, c'est le jardin de Faux-le-Vicomte. Trouvez l'erreur. Donc, voilà, Yvelines, un site donc, en attente d'une construction à peu près équivalente. D'ailleurs, on voit dans les alentours, on voit bien que les toitures des maisons, finalement, sont relativement, enfin, les maisons sont relativement grandes, une petite 500, 600 mètres carrés, mais toujours avec ce type de toiture. Donc, dans ces conditions-là, le client donc, achète en 1996 une ancienne orangerie d'un des châteaux en question et se dit, ce lieu-là va jamais être investi par quelqu'un d'autre parce que c'est franchement pas un endroit où les gens vont courir. Il se trouve qu'il se trompe, et il y a un voisin qui rachète la moitié du terrain qu'il aurait dû acheter. Il achète non seulement, mais il construit son Faux-le-Vicomte juste à côté, à 2,50 m de sa propriété, et construit effectivement, comme on vient de voir, pierre de taille et avec une toiture d'un seul tenant. Après, une fois qu'une chose est construite, il va falloir prendre les 2,50 m supplémentaires donc, qui vont être exclus d'une possible construction. Derrière la maison, entre l'orangerie et le château, il y a un espace boisé protégé, donc qui finalement finit par ne plus être possible pour une construction. Cet espace boisé sert d'accès à la maison, donc l'accès du coup devient impossible à construire. Et là, il y a un truc qui est imprévisible et qui est non argumentable, mais qui est toujours étonnant à réaliser quand on construit pour des privés qui continuent à habiter leur maison pendant les travaux. Ils disent jamais on sera déconnecté des réseaux. Donc on veut avoir nos réseaux d'eau et d'évacuation et tout ça qui restent intacts pendant les travaux. Et donc même pas, c'est un budget relativement petit pour les dévoyer, mais
totalement impossible à convaincre les clients à imaginer qu'il y ait d'autres possibilités. Non, cette partie-là devient inconstructible. Et à un moment donné, il dit, dans sa cuisine, il dit, de toute façon, je voudrais que vous construisiez la maison du côté voisin, parce que, de toute façon, ce que vous allez construire, ça va être horriblement moche, et donc je ne veux pas le voir. Une autre partie qui, donc, n'est plus disponible pour une construction. Donc le programme est relativement simple, une famille en train de s'agrandir, pour l'instant 3 enfants prévus sont 4, avec un COS relativement petit, et il faut dire qu'on est les 5e architectes à plancher sur le programme. Donc le client veut ne plus voir son voisin. Il voudrait bien donc étendre l'affaire relativement loin, et donc le brief qu'il fait, que c'est ça, en fait, c'est dans le COS possible, c'est ces mètres carrés-là que vous voyez en noir, à la hauteur maximum 8 mètres, au-dessus du nivellement de la parcelle, et tout ça couvert d'un toit à 2 pentes dans un sens ou dans l'autre. Quand on considère ces 40 mètres de long, quand on imagine qu'il va construire une circulation, 90 cm peut-être minimum, donc on est dans une épaisseur extérieure de 2,40 m, moins les murs, moins le corridor de circulation, on a un espace à peu près de, allez, comptez bien, moins, quasi 1 mètre, pas plus. Donc voilà, ça c'est la situation de départ. Donc nous, les 5e architectes, on a dit, rien à faire, on va faire pareil. Ou bien, on essaye de lire attentivement le COS, et d'essayer de l'interpréter. Donc, nous vient au secours des garages. Il se trouve qu'à l'endroit sont exempts d'un toit à 2 pentes, des garages pour faire ou une liaison entre 2 maisons, ou inférieur à 25 mètres, vous pouvez imaginer construire autre chose que les toitures. Donc, du coup, on se dit, top, très bien, on va construire des garages. On se dit 5, c'est pas mal, 4 enfants, les parents, un garage un peu plus grand. On demande, est-ce que un garage a une hauteur limite? Non, il n'y a pas. Est-ce que je peux faire un garage de 10 mètres d'eau? Oui, vous pouvez. Est-ce qu'il va falloir que je gare une bagnole dedans? Non. Ok, super. Donc, du coup, on a trouvé quelque chose qui ne colle pas encore tout à fait, mais qui est un début de réponse. Donc, chacun a sa petite maison. Il y a une particularité, dans les Yvelines, on ne veut pas miter le terrain, donc il faut une liaison avec l'ancienne maison. Mais vous vous rappelez qu'il ne fallait pas que ça soit vu depuis la cuisine. Donc il a fallu imaginer une espèce d'espace dont on ne connaissait pas la forme, en disant, là, mais ça va plus bas, plus haut, plus à droite, plus derrière, je ne sais pas quoi. Il faudrait que ça soit pas très long, mais pas très haut, pas très... Tout en même temps est bien contradictoire. À la fin, on arrive très logiquement à une forme de ce type-là. Il suffit de l'enfouir dans la terre et de dire, finalement, voilà, la maison, c'est ça. Je vais poser le micro. Vous voyez quelque chose, là, ou pas? Bof. J'essaie de zoomer, donc pour voir à peu près où on est là. Donc en gros, là vous voyez un peu mieux. Donc en gros, on a sur la droite l'ancienne maison, avec l'orangerie, une cuisine et une entrée. Et
une espèce d'espace patatoïdal dont vous connaissez parfaitement les raisons de sa morphogénèse, qui permet finalement d'avoir un espace rez-de-chaussée d'à peu près 300 mètres carrés qui est divisé par des garages et où chacun trouve au rez-de-chaussée un espace à lui. Et voilà. Il se trouve que, vous savez, donc, c'était donc pas un espace habitable. Donc pas d'espace habitable. Ça voulait dire qu'il fallait aussi programmer un peu ces garages d'une manière cohérente par rapport à ça. C'est-à-dire, il a fallu finalement, on a trouvé la solution de dire c'est un fourre-tout. Donc c'est une espèce d'espace à bordel à chacun. Je ne sais pas, les jouets, les fringues, les choses dont on ne sait pas quoi faire. Donc en gros, ça devient un stockage, pas de voiture, mais de quelque chose. Au-dessus, vous avez un espace, un palier sur lequel on installe tout pour pouvoir se laver. Donc finalement, on se baigne sur un palier intermédiaire et en partie haute, vous voyez quelque chose? C'est moyen. Je vais essayer de zoomer encore une fois. Donc en haut, vous avez un espace que potentiellement pouvait avoir toute et n'importe quelle affectation du bureau où on travaille ou finalement on positionnerait son lit. Au départ, il y avait plusieurs options. À la fin, l'usage a fait que finalement tout le monde a fini avec son lit en haut de son édicule de 10 mètres de haut. Il faut aussi savoir, dans cette maison, il n'y a aucune porte. Donc finalement, l'intimité, vous la trouvez plutôt par l'éloignement, plutôt que par la séparation phonique de portes. Mais en haut d'un édicule, on n'entend strictement rien. Donc là, vous voyez à peu près la configuration. Donc on coupe. Vous avez le rez-de-chaussée sur 300 mètres carrés intercoupé par des garages. Et vous avez donc le fourre-tout, le palier intermédiaire où on se prend son bain, et un espace neutre, mais qui a fini par être l'espace où les gens dorment, avec une particularité hiérarchique non affirmée. Les parents ont une terrasse qui est investie. Il se trouve que donc, le toit du rez-de-chaussée, donc vous avez la terre qui recouvre le rez-de-chaussée et qui est coupée autour des édicules avec une verrière périphérique. Un garage pouvait effectivement avoir un toit, comme suffit à Drake, mais on a construit ça. Voilà, 5 garages dans la neige qui sont donc réellement, vous les voyez sur Google maintenant, installés dans le château, il est là, installés dans leur contexte, donc relativement simple, une extension d'une maison en banlieue avec quelques chambres dans le jardin. Il faut dire que pour faire ce type de choses, si les ABF, par exemple, ne deviennent pas complices de ce type de démarche, vous ne construisez rien. Je me rappelle la première visite chez Paul Trouillou, il ne faut pas le nommer, dans ses bureaux, il faisait des grands yeux. Après plusieurs visites, on est devenu quasi complice dans ce crime
qu'on faisait ensemble, on était complices du crime de faire de l'archi. Et on prenait tous les deux un pied incroyable à trouver des failles dans ces normativités. Donc voilà, la maison, donc encore en axono dans un autre sens, et donc vous arrivez donc sur la réalisation où vous avez donc le garage, le parc de garage dans un jardin, le rez-de-chaussée recouvert par de la terre et enfoui dans le sol. Donc vous avez à gauche la maison, non, à droite la maison, et à gauche donc le jardin. Les deux se superposent et parfois on ne sait pas trop quoi est quoi. Ça c'est, pour ceux qui font du rhino, ça c'est donc des NURBS en pierre sèche. Enfin, c'est des NURBS ou des surfaces sablies, si vous voulez. Donc avec le jardin au tout début, qui commence à se peupler. Donc, le rez-de-chaussée est recouvert. Encore une autre vue du rez-de-chaussée. Donc, ça, je ne sais pas si on a après une autre photo, donc je vais montrer celle-ci et parler de ça maintenant. Détourner des normativités, là, je pense que... Enfin, détourner. Faire avec ce qui est écrit, mais pas croire ce qui est écrit ou ce que ça provoquerait comme forme immédiate. Ce que vous avez devant vous, c'est donc un garde-corps validé par le bureau de contrôle. Donc, on le voit bien, donc vous avez après une chute possible donc de 1,50 m jusqu'à 4 mètres, et vous avez dans la terre des espèces de bambous qui sont espacés normativement tous les 11 cm, comme vous savez tous, et qui ont la particularité aussi d'être un garde-corps épais et donc relativement bas. À ces endroits-là, vous êtes à 2,50 m en dessous du sol d'origine. Ah voilà, là on voit encore notre garde-corps validé par le bureau de contrôle. On s'est beaucoup amusé aussi avec les bureaux de contrôle jusqu'à ce qu'ils vous disent banco pour cette espèce d'interprétation. Parfois, il faut un certain temps. Donc là, vous avez une vue sur les bouts de palier où on se prend son bain et les verrières qui tournent autour de ces édifices. Les gens ne savent pas trop quoi faire. Quand on leur dit « vous avez un espace où vous pouvez tout faire », évidemment, c'est n'importe quoi, on ne peut pas tout faire dans un espace. Pensent les gens, parce qu'ils ont déjà l'esprit suffisamment simple pour dire, ben évidemment, un espace, ça sert à... Et après, on sait les nommer, on dit salle de bain, enfin, cuisine, chambre, toutes ces choses-là. J'ai essayé d'éviter ce type de terminologie jusqu'à présent. Donc, il se trouve qu'ils ont mis un an pour savoir quoi faire dans ces espaces du rez-de-chaussée commun dans lequel ils s'ennuyaient tant. Mais au fur et à mesure, donc, des activités émergent. Et ils ont fini à investir ces espaces en commun et finalement ils ne sont plus que là. Parfois quand même il y a des espaces qui sont encore tributaires d'une certaine fonctionnalité. Voilà, encore une fois, les édicules, enfin pompeusement, on les appelle des tours, mais une tour qui fait 10 mètres d'eau, c'est un peu ridicule, c'est plutôt un garage.
Donc vous avez toujours évidemment des vues du jardin vers le bas, et évidemment quand vous savez que vous avez des vues là où il y a des salles de bain, il y a parfois aussi une dimension érotique dans l'affaire, mais qui se produit plutôt par hasard. Je me promène dans ce rez-de-chaussée. La femme qui s'occupe de la maison, qui ne veut pas être sur la photo, donc qui court. Les enfants qui s'ennuient. Et évidemment, on danse aussi un peu autour de cet existant complexe qui est évidemment une végétation relativement ancienne avec laquelle on travaille et on tourne souvent autour plutôt que de la raser, quoi. Voilà, donc finalement, c'est une maison contemporaine, c'est une maison d'une famille contemporaine et qui finalement est dans quelque chose qui est complètement en commun et un espace haut où finalement les choses se co-isolent, si on parle en termes slotadakiens par exemple, où finalement il se passe plein de choses, où les gens ignorent ce qui se passe pour mieux se retrouver après ensemble. Pour résumer, on s'appelle architecture possible. Donc architecture possible, ça a aussi un rapport, et je ne vais pas le commenter moi-même, donc je vous laisse entendre Henri Lefebvre dans une interview télévisée donc, de 1970 à l'ORTF. Voilà, et je vais conclure avec ça. L'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, est un grand cimetière. Et c'est pas seulement le cimetière de ce qui s'est passé, c'est aussi le cimetière de ce qui a été possible et qui n'a pas eu lieu. Que de splendeur, que de beauté ont disparu. Mais il y a l'autre aspect, il y a les occasions perdues. Et à chaque moment de l'histoire, depuis le début jusqu'à nos jours, le possible, ce qui est possible, travaille au cœur même de la pensée et de l'action, au cœur de l'espoir. Je crois qu'il n'y a pas de vie sociale possible sans utopie. Et à chaque moment, à chaque époque, la projection du présent en un possible qui ne se réalisera pas, cette projection est indispensable, même pour que les gens s'émeuvent, pour qu'ils agissent. Je vous remercie pour votre attention.